Alors bonjour à toutes et tous et bienvenue à ce ciné-débat. Notre sujet du jour, ça va être la mobilisation de la jeunesse. Moi, je suis Flora Clodic-Tanguy, je suis autrice du livre Nos voix de résilience, dans lequel je fais le portrait de Flore, je dois le dire. Et je suis responsable éditoriale de l'association On est prêt. Ce rendez-vous, on l'a préparé donc avec les équipes du festival Cinéma for Change et avec toute l'équipe d'On est prêt. La 11e édition du festival Cinéma for Change va se dérouler du 5 au 10 avril au cinéma Le Grand Rex et au Pâté Opéra à Paris. Plusieurs programmes de courts-métrages, des tables rondes comme celle-ci seront diffusés gratuitement sur Dailymotion et sur YouTube. Et évidemment, vous pouvez retrouver toutes les informations sur cinemaforchange.org et sur les réseaux sociaux. Dans quelques minutes, on pourra échanger avec Flore Vasseur, Victor Kilikini et Clara James sur la mobilisation de la jeunesse. On se demandera quelle stratégie peut-on développer pour générer l'intérêt et le passage à l'action dans un contexte qui est quand même, il faut le dire, sacrément anxiogène. Mais avant tout ça, je vous propose de découvrir un court-métrage français intitulé Lovers. À tout de suite. Bon, je sais pas vous, moi j'ai un petit frisson quand même, hein. Je l'ai déjà vu tout à l'heure, mais j'ai quand même un petit frisson. Comme je connais relativement bien Flore, j'avais envie de donner honneur aux aînés, hein, aujourd'hui. Flore, donc rapidement, je rappelle que tu es l'autrice de plusieurs livres, dont L'émouvant et le puissant, ce qu'il reste de nos rêves, sur l'utopiste de l'internet libre qui est parti trop tôt, Aaron Swartz. Tu es aussi la réalisatrice du film Bigger Than Us, dont on voit l'affiche derrière toi, qui fait la part belle à des jeunes du monde entier qui se bougent pour régler les problèmes que les autres générations leur ont laissés. Et tu parles souvent de l'importance de l'amour et de la beauté dans ta vie, dans ton travail et aussi pour les jeunes de ton film. Alors je te donne voilà la primeur de la réaction à ce court-métrage qu'on vient de voir ensemble. Écoute, merci beaucoup Flora, je suis ravie d'être là. Merci Clara, merci Victor, que je retrouve, j'adore. Merci d'organiser ça et d'organiser ce festival tellement important. Car si on ne fait pas des films pour changer le monde, je ne vois pas pourquoi on fait des films, très franchement. Et ce court-métrage, je ne le connaissais bien sûr pas et j'ai été très émue. Et voilà, je pense qu'il explique à quel point l'amour est un cri puissant, tout à fait universel, intergénérationnel, et que en fait, on peut faire mener toutes les actions, tous les combats, voilà, de mon grand âge, je vous dis, au bout du bout, il y a que l'amour en fait. Merci. Double frisson. Du coup, un petit mot aussi, Clara, ensuite en réaction à ça. Toi, tu travailles chez Convergence et notamment pour le projet jeunesse Youth We Can, avec mon bel accent français, avec pour objectif d'aider les jeunes à passer à l'action sur les thématiques du climat en particulier. Est-ce que l'amour pour toi, c'est une forme de mobilisation? Bonjour, merci beaucoup Flora et merci à tous, ravie d'être avec vous aussi, aujourd'hui. Moi aussi j'ai été assez touchée par ce court métrage qu'on vient de voir, donc bravo aussi à l'équipe de Cinema for Change, pour l'organisation de ce festival. Je pense oui que l'amour c'est une vraie possibilité d'action et c'est pas pour rien si, l'action collective est souvent celle, qui apporte le plus de joie, le plus de bonheur. C'est parce que, évidemment, le fait d'être ensemble, est tout à fait, fédérateur et vraiment crée la différence, lorsqu'on décide de s'engager. Merci. Et alors, Victor Kilikini, tu es un jeune activiste pour le climat et la justice sociale. Je ne vais pas rentrer dans tout ce que tu as déjà créé à l'âge que tu as. Je vais me contenter de parler de Relais Jeunes, qui est un projet de Tour de France qui a lieu en ce moment, où vous partez avec toute une ribambelle de jeunes, tous plus motivés les uns que les autres, dans un Tour de France à la rencontre des porteurs de projets et d'experts partout en France. C'est moi qui précède l'élection présidentielle et les élections législatives.
et tu es depuis quelques mois l'un des nouveaux porte-parole d'On est prêt. Donc, c'est aussi pour ça qu'on est amené souvent à travailler ensemble. Est-ce que pour toi, Victor, l'amour, c'est un moteur pour l'action? Je pense que ça doit presque venir de là. C'est quand on protège ce qu'on aime que qu'on est le plus fort et je pense que ça vient beaucoup de ça. Moi, par exemple, mon engagement personnel, ça a été pour, c'est venu de cet amour de la planète et du vivant et après ça s'est engagé dans voilà, plus on apprend à connaître, toutes ces choses, plus on a envie de les protéger et donc c'est cet amour qu'on a au début qui génère cet engagement, je pense et j'en profite juste pour remercier tout le monde pour l'organisation, bien sûr, bien évidemment. Bah, en tout cas, merci à tous les 3 d'être là. Je trouve que c'est quand même une très belle entrée en je vais répéter. Je trouve que c'est quand même une très belle entrée en matière. Je vais la faire une dernière fois. Je trouve que c'est quand même une très belle entrée en matière. Ce coup-ci, ça allait. Et donc, je voudrais qu'on passe à un peu la première partie de notre réflexion. Donc, nous, ce qu'on s'est demandé, c'est finalement comment mobiliser la jeunesse et l'inciter à passer à l'action. C'est aussi la raison d'être d'On est prêt. C'est aussi pour ça que je suis là. Je suis là aussi parce que, effectivement, les thèmes dont on va parler ensemble, ils me sont très chers. Et c'est aussi pour ça, d'ailleurs, que Flore fait partie des gens dont j'ai voulu parler dans mon livre Nos voies de résilience dont je parlais tout à l'heure. Donc dans la première partie de notre échange, que j'aimerais garder assez courte pour qu'on ait vraiment du temps pour la deuxième partie qui est plus centrée sur l'action, je voudrais qu'on parle ensemble un peu du constat de cette crise climatique et écologique, des effondrements en cours et à venir. Alors moi, je n'hésite pas à utiliser ce mot, parfois pour certains, c'est un peu un repoussoir. Pour moi, il permet en tout cas de savoir un peu de quoi on parle, y compris de nuancer ce qu'il veut dire. Et donc, ça nous amènera à parler rapidement aussi de cette question de est-ce que c'est une fatalité, parler de l'éco-anxiété, et de venir dans un second temps sur davantage les pistes d'action, ce qui vous motive, ce que vous montrez et faites chacun avec vos initiatives. Voilà. Mais d'abord, je voudrais venir sur le constat qu'on fait sur en fait, ce qui est porté par les rapports du GIEC, par toutes les études qu'on lit et qu'on voit passer, pas assez dans la presse malheureusement, mais quand on s'intéresse à ce sujet-là, on a quand même de quoi nourrir abondamment une sacrée éco-anxiété. Comment est-ce que vous vivez, vous, chacun, ces constats des effondrements en cours, de la biodiversité, du changement climatique, de la pollution, enfin tout un tas de sujets. Je ne vais pas faire la liste parce que sinon on va avoir du mal à continuer. Mais voilà, comment est-ce que vous vivez ça? Comment est-ce que vous vous informez? Enfin, quel est un peu votre rapport à ces constats multiples qu'on fait tous les jours? Je vais peut-être commencer par Victor, si ça te va. Yes. Moi j'ai beaucoup appris, en fait, je suis étudiant à la base en biologie et en écologie, en sciences environnementales et donc du coup, on apprend tous ces graphes qui vont vers le bas en termes de population, d'animaux, de biodiversité, des oiseaux dans les champs et cetera. Hem et il y a énormément de chiffres. Le dernier rapport du GIEC qui dit qu'entre 3,3 et 3,5 milliards de personnes vivent dans des espaces qui risquent de devenir inhabitables si on continue comme ça. C'est très, très lourd à porter et il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu et quand on commence à comprendre les systèmes qui fonctionnent et qui permettent, de vivre simplement, les systèmes climatiques, les écosystèmes, qui nous soutiennent, on se dit qu'il y a énormément de choses à faire, mais je pense qu'on rentrera dans cette discussion juste après. Mmh. Merci. Clara, est-ce que tu veux prendre la suite sur cette question des constats, de comment tu t'informes et de ce que ça suscite chez toi aussi? Oui, merci beaucoup. Bah, comme tu le disais, en fait, Flora, c'est terrifiant, tout simplement, quand on décide de pas fermer les yeux, quand on décide de s'informer, l'avoir dans ses études, comme toi, Victor, ou tout simplement de vraiment rechercher l'information.
ben, on a peur et c'est là que l'éco-anxiété est vraiment tout à fait compréhensible. Et on peut même se demander qui ne ressentirait pas en fait vraiment cette terreur de qu'est-ce qui va se passer dès lors qu'on a l'information, qu'on accepte de l'entendre et de l'écouter, de la voir venir. Moi, la façon, à titre personnel, qui me permet de réussir à accepter d'avoir cette information, c'est en m'engageant, en fait. C'est ça, en fait, mon remède, si je peux le dire comme ça, face au terrible, constat, en fait, dans lequel on se trouve aujourd'hui. Et voilà, je pense que c'est le meilleur médicament qui puisse exister à l'échelle, personnelle, encore une fois, pour accepter de vivre dans un monde, qui s'autodétruit vraiment, au quotidien. Mmh. Merci. Alors ça, on va y revenir, plus en détail juste après. J'aimerais bien entendre aussi Flore sur, ces constats. Alors, Flore, elle a aussi travaillé sur, d'autres sujets, qui sont connexes, hein, la finance mondiale, ce genre de trucs. Comment est-ce que justement toi tu vis ces constats? Et c'est aussi ça qui t'a donné envie de t'engager et qui te donne chaque fois envie de t'engager davantage. Comment tu vis ces constats et aussi ce rapport à de l'éco-anxiété, à une Mmh. forme de, voilà, de prise de conscience aiguë qui se Mmh. répète? Ouais, ouais, écoute, merci pour cette question et je suis bon, comme Clara et Victor, je pense qu'on trouve à titre personnel un échappatoire dans l'action. Mais on va y venir. Moi, mon angle, enfin ma colère est peut-être un tout petit peu différente de celle de Clara et Victor. C'est-à-dire que moi, ce qui me rend encore plus déprimée que les statistiques du GIEC, c'est que tout le monde s'en fout, en fait. C'est qu'une très, très grande majorité des gens, veulent pas voir, et se mettre la tête dans le sac, en fait. Mmh. Et en fait, moi, ma tristesse, et je pense qu'elle explique une partie du désarroi de la jeunesse, en fait, aujourd'hui, et cet énorme sentiment de solitude que, en tout cas, moi, je côtoie et dont je fais verbaliser les jeunes, en fait, en projection. C'est que, oui, bien sûr, il y a tous ces facteurs exogènes, tout le temps, qui viennent menacer la vie, la sécurité, tout ce qu'on veut, et ça va bien au-delà du climat. Honnêtement, aujourd'hui, bah, il y a l'éco-anxiété, il y a l'Ukraine, enfin, ça s'empile, en fait. Donc, je pense qu'il est temps de comprendre que c'est, d'une manière générale, un effondrement de tous nos systèmes et pas que climatique et écologique. Il y a un effondrement, enfin, je veux dire, on a poussé au paroxysme l'inégalité sociale, les injustices, enfin, tout ça, ça pète, quoi. Mais encore une fois, ce qui est le plus dur, c'est le silence voilà, notamment, enfin, le fait qu'on n'en parle pas. Et la réaction la plus fréquente que j'ai au film, après les projections, on organise énormément de scolaires, on doit être à 3000 classes mises devant le film, c'est à chaque fois, mais pourquoi on ne me parle jamais de ça comme ça? C'est-à-dire, c'est pas que l'alarme et les chiffres et on va tous mourir, etc. C'est ça, mais il y a des gens qui font, mais on peut en parler, mais il y a des solutions, où il y a des actions possibles, il y a un chemin qui est fin, mais qui existe. Voilà, et en fait, je suis complètement terrorisée, moi, par l'étude de The Lancet qui est sortie en septembre dernier, qui indiquait que je crois que c'est 75% des 18-25 ans aujourd'hui sont extrêmement pessimistes quant à l'avenir et 58% considèrent qu'on ne s'en sortira pas. Donc, et en fait, ça pour moi, c'est l'urgence absolue. Et donc, il y a d'un côté ça qui est une évidence. Donc, concrètement, ben, on se lamente sur l'extinction des abeilles. Moi, je dis aux adultes là, qui nous écoutent, c'est en train d'arriver à vos enfants là. Donc, et qu'est-ce que vous faites? Eh ben, la plupart des enfants me disent, on parle jamais de ça en famille. Et en fait, je pense que c'est ça qui démobilise et qui crée de l'éco-anxiété. C'est pas que les problèmes existent, c'est que ça soit tabou d'en parler ou compliqué d'en parler. Et s'il y a un verrou à lever, pour moi, c'est la conversation. C'est important ce que tu dis et nous, ça va être notre grande campagne de l'année, en fait, ce sujet de l'éco-anxiété avec On est prêt. Moi, ça me tient à cœur et je fais partie des gens qui pilotent ça. Dans ce livre dont je parlais tout à l'heure, il y a quand même une partie entière qui s'appelle «Effondrement et éco-anxiété, cultiver la joie dans les ruines». Alors c'est volontairement, un peu provocateur, mais pas tant que ça finalement. Et ce sujet de la conversation, bah, j'aimerais bien qu'on le prolonge ensemble. J'aimerais bien savoir aussi, Victor, Clara, comment est-ce que vous, vous en parlez autour de vous? Comment est-ce que vous en parlez? Est-ce que vous en parlez avec vos amis, avec vos parents?
Est-ce que c'est un sujet voilà, qui est difficile à aborder? Enfin, voilà, comment est-ce que ça résonne pour vous, ce dont vient de parler Flore? Heu, qui veut? Prend. Vas-y, Victor. Moi, il y a eu 2 périodes. Il y a eu la période au tout début où vraiment c'était, parce que c'est le premier truc où on va dans une direction avec notre famille, dans notre évolution et cetera et puis d'un coup, on apprend des choses, on a des connaissances qui fait qu'en fait non, il faut changer de direction et cette première discussion a été assez difficile, mais d'un autre côté, en vrai, j'ai eu le bon réflexe, je sais pas pourquoi, de pas forcément en parler, mais d'abord de proposer de regarder des films ensemble et c'est pour ça que moi, le pouvoir des films dans ça a eu un impact énorme parce que c'est vrai que j'aurais peut-être été maladroit dans ma manière de parler, mais juste d'aller voir un film ensemble, c'est une petite action qui est pas très, très compliquée, mais qui pourtant, n'est pas anodine et ça a commencé comme ça et c'est à partir de ça qu'on a ouvert la conversation, dans la famille et je parle de ça notamment sur mon alimentation qui a totalement changé, pour passer à un régime totalement végétal, bah, ça aurait pu être énormément de friction et en fait, en transmettant, certains films, certains documentaires, certaines choses, ça a été la manière d'en parler et aujourd'hui j'essaie de transmettre ça et sinon ou alors de parler d'histoire plus que de faits, parce que ça parle pas beaucoup alors que si on parle d'histoire, de raconter des histoires ou alors d'emmener des gens carrément, sur le terrain, je pense notamment pour, la transition agricole d'emmener des gens dans des fermes de permaculture, ça permet d'ouvrir beaucoup plus les yeux que de parler que de chiffres et cetera, parce que les gens ont du mal à s'imaginer et comme on est des êtres qui travaille beaucoup sur l'imaginaire, et c'est un peu ça qui nous fait avancer et ben, il faut essayer de le nourrir le plus possible avec des films, soit avec des expériences dans la vraie vie. Mmh. Merci Clara, tu voulais dire un mot aussi? Ouais, ben je rejoins complètement, Victor, et Flore sur le pouvoir, des films, mais de l'art en général, pas que des films, comme, très bon vecteur et levier de discussion pour, amener des sujets qui peuvent être, vraiment source de tension, quand ils sont vraiment posés sur la table de façon peut-être un peu, maladroite quand ils sont justement le résultat d'une anxiété, d'une peur, qui peut être vécue par, la jeune génération ou d'autres personnes qui tout simplement ont pris conscience vraiment de l'enjeu. Après, je pense qu'il reste encore, beaucoup, comme le disait Flore, hein, beaucoup de gens qui ne sont pas au courant ou décident de ne pas, entendre, les bah, voilà, les discours scientifiques ou même, les médias sur ces grands enjeux et donc il y a, parfois des chocs qui sont vraiment difficiles à assumer, à l'échelle individuelle parce que entre une personne qui a pris conscience et qui décide de se mobiliser et une personne qui refuse d'entendre en fait, l'urgence dans laquelle on est, bah, la discussion elle peut être vraiment très difficile à mettre en place et c'est là où c'est intéressant de pouvoir, s'outiller justement d'éléments extérieurs, que ce soit des ressources artistiques, que ce soit, des rapports scientifiques, que ce soit, des expériences ou des chiffres d'autres personnes, mais pour apporter quelque chose qui soit pas uniquement personnel et du vécu, et qui puisse permettre de rationaliser un petit peu le discours pour avoir une discussion, construite et qui amène peut-être à des changements de perspective et pas uniquement, en fait, à quelque chose de trop émotionnel, qui est pourtant normal que ça le soit. Donc voilà, je pense qu'il y a, à la fois, il faut se servir de l'émotion pour pouvoir, transmettre un message et à la fois, il faut réussir à rester, vraiment dans le concret quand parfois on peut être attaqué, en fait, sur, ce qu'on peut ressentir à l'échelle personnelle sur, tel ou tel, sujet. Mmh. Avant de redonner la parole à Flore, moi, je voulais aussi réagir à ce que tu viens de dire, Clara. Je pense qu'effectivement, cette éco-anxiété, alors elle peut prendre plein de formes, elle a des degrés et cetera. Mais sa particularité, c'est tout de même, qu'elle s'exprime par le corps. Voilà, c'est quelque chose qui sort de nous, qui nous dépasse, qui est lié à ce qu'on ressent, à nos émotions. Et donc, pourquoi est-ce que c'est si, touchant, efficace, utile d'aller voir et partager des films ou des œuvres d'art ou tout un tas d'œuvres qui permettent cette expression? C'est que justement, on dépasse aussi le simple rationnel. Donc c'est cet équilibre à trouver entre, voilà, des arguments rationnels pour rassurer, parler le langage de ceux qui sont en face de nous et qui ne comprendront pas si on est trop dans l'émotion. Mais c'est aussi être capable de lâcher cette part de rationnel pour justement, parler un autre langage, celui du corps, celui du cœur, et de ne pas être, que dans le discours, rationnel, scientifique et tout ça.
Et pour moi, il y a vraiment cette nécessité, hein, c'est une formule qu'on retrouve beaucoup quand on travaille régulièrement sur ces sujets d'effondrement, d'éco-anxiété et de résilience, c'est la tête, le cœur et les mains, en fait, qu'il faut réussir à mettre, un peu au diapason. Flore, est-ce que tu as une réaction, quelque chose à rajouter sur ce qu'on vient de se dire sur ces questions? Hem, je crois qu'effectivement, il y a besoin de tiers, tu vois? D'un outil qui en fait, pour déclencher la conversation, qui ne soit pas: «Je pense que», mais «Tu as vu, il y a ce film, cette œuvre, cette pensée, ce morceau, cette œuvre», enfin, tu vois? Et du coup, on ne parle pas de l'idée, mais on parle de l'œuvre et ce faisant, on parle du coup, de l'idée. Je veux juste rappeler et c'est vraiment, pour cranter ce que je voulais dire, je crois vraiment qu'on est dans ce côté-là de l'Occident, dans une société qui collectivement a décidé de mourir tranquille, en fait. Et c'est ce à quoi on se cogne et regardez la campagne présidentielle. C'est pas seulement que les jeunes sont nulle part, c'est que quand on parle aux jeunes, on va leur proposer de l'argent, on va avoir des mesures qui sont financières, alors que ça ne résoudra jamais euh, la question primaire qui est mais vous ne me considérez pas en fait. La question de l'éco-anxiété qui n'est pas adressée dans une famille ou dans un groupe, ou etc., c'est pas seulement c'est vraiment le refus de reconnaître qu'il y a quelqu'un qui souffre d'une non-conversation et que son angoisse n'est pas prise en compte. Donc, et ça, c'est quelque chose qui se retourne sur la personne qui ressent ça et qui va l'intérioriser en fait. C'est ça qui est très 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 grave. Mais pourquoi? Parce qu'en face, il y a une génération qui est au pouvoir. Enfin, je rappelle que l'électeur moyen en France, c'est 53 ans, c'est un homme de 53 ans. Bon, bah, tous les programmes sont faits pour lui. Il y a un lien direct. Alors après, on va dire cette génération est décérébrée, irresponsable, déconnectée, mais pas du tout. C'est des choses, moi je le vois tous les jours, c'est l'inverse. Mais par contre, c'est très pratique pour les adultes, les grands, les vieux comme moi, de ramener cette génération dans un certain nombre d'attributs qui va les réduire et qui va leur, tu vois, qui va complètement leur couper le micro, la parole, etc. Mais vraiment, c'est cette histoire. Je pense que ce qui rend profondément malheureux, c'est pas le climat, c'est la déconsidération. C'est le fait de savoir, d'avoir tous les chiffres et de voir que personne ne se met en route ou en ordre de bataille pour faire quelque chose. Parce qu'on l'a tous dit, le fait d'essayer de faire quelque chose, tout de suite, tu échappes à l'angoisse. Et si donc collectivement, même si on n'y arrive pas, en fait, quelque part, c'est presque secondaire. Ce qui est à sauver, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est la joie. C'est la joie d'être vivant, c'est juste même l'envie de vivre. Ce qui est attaqué aujourd'hui, c'est ça. Et la solution, ça ne sera jamais des plans d'action à 15 ans, 20 ans. Personne n'y croit. Moi, j'entends les jeunes qui me disent, mais donnez-moi quelque chose à faire. À faire. Donc, voilà, je crois qu'il faut nommer ce qui est à l'œuvre, en fait. Et ce qui est à l'œuvre, c'est un choix de société qui a décidé de mourir tranquille. Donc, comment on fait? Voilà. Et bien, du coup, tu me fais une transition, mais toute trouvée pour cette deuxième partie de notre échange, qui était justement consacrée au passage à l'action. Et j'ai envie de te redonner la parole tout de suite pour que tu nous parles justement de cette jeunesse que tu vois et qui vient à ta rencontre dans tes projections. Qu'est-ce que ça te dit? Qu'est-ce que tu gardes? J'imagine que c'est hyper foisonnant et que tu vas pas me résumer la diversité de toutes ces projections auxquelles ton équipe et toi vous allez. Mais voilà, qu'est-ce qui te frappe en fait dans cette jeunesse qui vient à votre rencontre? D'abord, le fait qu'elle vient de plusieurs manières, mais souvent elle vient conduite par des adultes. Donc, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, tous les adultes n'ont pas cette décision de mourir tranquille. Il y a plein de gens qui disent il faut absolument que je fasse quelque chose pour les personnes dont je m'occupe et cette génération-là. Et les premiers, c'est les profs. Il y a les parents et les profs. Donc les profs organisent massivement ces projections, les élèves aussi. Donc là, ce matin, c'était 600 personnes à Trouville. C'est 2 collégiennes. Hein. Elles ont mis leur collège entier. Bon, bref, ça arrive assez souvent, c'est juste à tomber par terre. Ce que je vois, c'est l'envie d'abord, justement, de sortir de la solitude. Donc de dire, je prends un film pour avoir une conversation avec les gens autour de moi. Je ne veux pas changer la Lune, je veux juste qu'on puisse parler de ça. Donc ça, c'est déjà énorme. Et du coup, je le vois physiquement. Les gens arrivent un peu en dedans, là, et ils ressortent, pouf.
Alors, il y en a qui pleurent, il y en a qui sont contents, il y en a qui sont en colère, mais il n'y a pas d'indifférence et tout à coup, il y a quelque chose qui s'est réveillé. C'est Mohammed qui me disait, hein, tout est fait dans la jeunesse occidentale pour que la jeunesse occidentale soit désactivée. Les réseaux sociaux, les Insta, les notes, les parents qui ne parlent pas, les trucs, enfin voilà, tout est fait pour être désactivé. Donc là déjà, je sens qu'il y a une première chose, c'est ça réactive. J'ai franchement à chaque fois une forêt de questions. Plus les enfants sont jeunes, plus les questions sont merveilleuses, honnêtement. Et ça ne ferait pas lire de gêne les journalistes qui m'interviewent tellement les questions sont fines et puissantes en fait. Est-ce que tu as un exemple d'une question qui t'a frappé comme ça? Je peux te dire, par exemple, en janvier, j'étais à Chatou, j'arrive dans un cinéma et je vois le cinéma plein d'enfants. Je me suis dit, mais c'est pas possible, ils sont en CE2, quoi. J'étais mortifiée. J'ai regardé la projection, j'étais comme ça. Je me suis dit, c'est beaucoup trop tôt. En fait, j'avais pas exactement la bonne boussole. Ils étaient en CM1, ils avaient 9 ans. Et à la fin, il n'y avait pas 3 questions. Ils se battaient, parce que souvent, c'est difficile de lancer la conversation. Donc là, ils se battaient. Et c'était, j'ai adoré parce que toutes les questions démarraient. Mais madame, j'ai pas bien Alors c'était, mais madame, j'ai pas bien compris. Pourquoi? Et après, tadadada. Donc c'est, madame, j'ai pas bien compris. Pourquoi Marie, elle sauve des migrants de la noyade si après c'est pour qu'on les mette en prison? Mais madame, pourquoi en Ouganda, il n'y a que les femmes qui travaillent dans les champs? Mais madame, pourquoi on en est à faire des montagnes de sacs plastiques en fait? Et c'est qui met les sacs plastiques là? Ils viennent d'où? Et madame, c'est qui a décidé que les hommes et les femmes, c'était pas pareil? Et nous, et madame, pourquoi les gouvernements sont pas là? Et madame, tu vois, c'est toujours, et madame, dites-moi pourquoi. Et c'est ça la magie de l'enfance, c'est dites-moi pourquoi. Et en fait, une forme de bon sens. Complètement. Et puis, comme ce film montre toutes les absurdités à l'œuvre, ils les ont toutes levées, quoi. Et après, c'était génial parce que je les voyais, tu vois, réfléchir à haute voix, en fait, et comprendre par eux-mêmes. Enfin, voilà, moi, je pense que sur quoi il faut tous que l'on mise, c'est l'intelligence des gens. Elle est absolument partout. Elle est hyper distribuée. Elle n'est pas du tout là où on regarde. Ce film en est vraiment la preuve. Et il est temps qu'on sorte de notre zone de confort, de nos petits raisonnements, de nos experts, de nos trucs. Ça fait 30 ans qu'ils parlent, ça ne sert à rien. Donc, on va aller chercher ailleurs. Le bon sens, c'est partout. Tu l'as dit, le cœur, la tête, les mains, je dirais même les tripes. Parce qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre du viscéral, en fait. Et je l'entends beaucoup. Et les questions, c'est toujours, et moi, qu'est-ce que je peux faire? Et comment je parle à mes parents? Et comment je résiste au regard de l'autre? Parce que, bien sûr, dans une cour de récréation, c'est plus valorisé d'avoir la prochaine paire de Nike que d'avoir que d'aider les réfugiés. Mais en fait, cette culture-là peut la changer. Et moi, c'est ma bataille, en fait. Je ne suis pas dans la bataille d'un film ou quoi que ce soit, je m'en fiche. La question, c'est le changement culturel. Et le jour où la conversation change dans la cour de récré, elle change partout. Et c'est ça la bataille. Merci, j'ai l'impression que Clara, tu avais une réaction. Oui, merci beaucoup. Je voulais te demander, Flore, qu'est-ce que tu leur répondais dans les grandes lignes face à ces questions qui te posent les enfants? Alors, comment te dire? J'essaie de faire de mon mieux. Souvent, je cherche du regard, enfin, surtout sur ceux-là, hein, parce qu'ils étaient, mais franchement, c'était incroyable. Et on m'a expliqué que l'âge de 9 ans, c'était l'âge où tu commençais à très bien raisonner et tu n'as aucun filtre que tu as à l'adolescence parce que tu as peur que les autres te regardent et disent et rigolent et tout, tu vois. Donc, moi, j'adore cet âge, en fait. Et j'ai essayé de répondre comme il me posait la question, c'est-à-dire en étant… D'ailleurs, tu vois, je fais des phrases un peu bêtement simplistes alors qu'ils ne le sont pas. Mais d'abord, je les ai toujours félicités pour leur… Enfin, j'étais émerveillée, en fait. Je ne sais pas te dire… dans ces moments-là, c'est des moments de grâce, en fait. Donc, j'essaye d'être le plus concret. Donc, tu vois, la montagne de décharge, oui, c'est ton paquet de lait. Et en fait, tu vois, on fait ça parce qu'en France, on ne veut pas te montrer ça. Donc, en fait, on paye des gens. Alors, au début, c'était à l'extérieur des villes. Après, c'était à l'extérieur, tu vois, des départements. Puis maintenant, ça va être à l'extérieur, tu vois. Mais tout ça, c'est fait pour que toi, tu ne te rendes pas compte. Et c'est la même chose sur les réfugiés. Pourquoi on ne parle jamais de ça? C'est fait pour que tu ne te rendes pas compte. Donc, il y a tout ce truc de mais pourquoi est-ce qu'on ne veut pas que je me rende compte, en fait? Et puis, la plus belle question,
c'était: «Mais madame, pourquoi tu fais ça?» Mmh. Et alors madame, pourquoi tu fais ça? Et ben là, c'était: «Eh bien, je fais ça parce que je veux que tu saches que tu comptes». Et Mmh. là, c'est exactement le truc à retourner parce que justement, il y a ce sentiment d'être perdu dans un océan de mauvaises nouvelles avec des adultes qui essayent comme ils peuvent de raccrocher les wagons, quand bien même la maîtresse ou le maître fait un bon travail, ou le parent, etc. Franchement, euh, la capacité à réfléchir est profondément attaquée dans tous les sens. Je veux dire, je dirais pas qu'il y a un complot, mais je pense que la médiocrité est un complot. Et c'est celui qui te fait te sentir tout seul. Et c'est vrai que Mmh. la pandémie et l'isolement et les confinements n'ont rien arrangé, surtout pour cette génération. Mais le fait de se dire, bah, voilà, que le regard, la pensée, le raisonnement, qu'il soit juste ou faux, compte, et qu'il y a un adulte qui écoute et qui tisse quelque chose à partir de ça, eh ben, je pense que voilà, moi, c'est ce que je fais, quoi. Mmh, merci. Victor, tu voulais réagir aussi, il me semble. Ouais, je voulais juste, ouais, tout ça résonne énormément avec plein d'expériences. Il y a aussi cette question de preuve sociale. Il y a ce côté de, aujourd'hui, on a tous ces chiffres qui arrivent, ce truc presque apocalyptique de plein de chiffres, voilà. Et de l'autre côté, on a une inaction, une inertie de la société. Et en fait, c'est aussi, bah, l'inertie nourrit l'inertie dans le sens où, si on voit que il y a un truc en sociologie et ça, c'est dans l'incertitude, si on a tendance à regarder ce que font les autres. Et si les autres, sont comme nous à ne rien faire, ben, on a tendance à ne rien faire aussi. Et c'est en rencontrant des gens qui font des choses, en se disant: «Mais en fait, on peut réagir comme ça à ce qui se passe et c'est comme ça qu'on devrait réagir et c'est comme ça que voilà». Et le film Bigadna, c'est parfait pour ça parce que ça apporte des exemples de jeunes qui, face à ces injustices, face à ces problèmes, ont décidé de faire quelque chose. Et en termes de preuves sociales, on regarde autour de nous et là, d'un coup, on voit Melati, on voit Mohamed qui font des choses et on se dit, mais waouh, j'ai envie de faire pareil et je peux faire pareil. Et c'est vraiment ça, cette notion de preuve sociale, de regarder autour. Et c'est peut-être ça qu'il faudrait qu'on mette en avant. Tous les gens qui se bougent. Et voilà. Mais attends, Victor, mais toi, en fait, à ton échelle, tu fais pareil, en fait? Avec le relais jeunes, exactement. Non, non, c'est Avec le vrai que relais jeunes, avec d'autres projets que tu as initiés aussi, tu as 21 ans, et tu as déjà, quelques années d'activisme derrière toi. Bon, je ne vais pas te jeter des fleurs, je vais m'arrêter là. Mais quand même, est-ce que tu peux nous parler un peu de relais jeunes, du coup? Donc, sans détailler trop non plus la genèse et tout, mais de nous dire, voilà, ce que vous faites. Et toi aussi, voilà, c'est quoi ces jeunesses, que tu rencontres, et comment est-ce que cette mise en mouvement, je veux dire littérale quoi, parce que vous faites le tour de France, bah, ça voilà, ça répond aussi, ça soulage, ça fait du bien, cette éco-anxiété dont on parlait tout à l'heure? En fait, c'est ça, on s'est retrouvés à la veille des présidentielles où d'un côté, on avait toute la science qui nous alarmait, de l'autre côté, une société qui faisait pas grand-chose et on s'est dit, en fait, on s'est regardé, on s'est dit: «Qu'est-ce qu'on fait?» Et c'est là qu'on s'est dit: «OK, on va sortir du canapé, on va commencer à faire des choses». Et ça a pris la forme, du coup, d'une marche de 3 000 kilomètres, à travers la France et en fait, plus on a commencé à parler de ça, plus les gens nous ont dit: «Mais en fait, bah, vous avez raison, c'est ça qu'il faut qu'on fasse, il faut qu'on se bouge, il faut qu'on se rencontre». Et surtout, bon, après 2 ans de covid, il y a eu ça aussi, mais il y avait cette notion de se rencontrer entre personnes qui ont envie de se bouger et de créer un truc assez gros pour que des personnes qui n'étaient pas forcément sensibilisées ou alors savaient qu'il y a une crise climatique ou quelque chose un peu vague, mais sans connaître vraiment, ce qui se passe et la gravité de la situation ou alors, en étant un peu reculés et pas vraiment concernés. Là, d'un coup, par ce truc-là qui est un peu qui rassemble plein d'associations et cetera, commence à s'intéresser à ça. Et donc du coup, là, ça fait, 25 jours, je crois qu'on est parti. On est parti de Paris, on est allé jusque dans le nord, à Lille et après on est redescendu vers, Reims, Dijon. Et en fait, sur le coup, en fait, tous les soirs, on rencontre déjà des agriculteurs, des permaculteurs, des gens qui se bougent, à leur manière. On voit plein de choses différentes. Cette nuit, on était dans une communauté chrétienne qui essaie de faire des choses aussi. Enfin, on rencontre un peu plein d'acteurs de la société et c'est extrêmement intéressant, non seulement pour nous, mais aussi voilà, de mettre en lien et de porter aussi un message fort dans tout ce contexte, bref.
Et voilà et en fait, on rencontre aussi plein de jeunes, mais il y a aussi, on est aussi confronté à la réalité. C'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de jeunes qui sont pas forcément engagés ou qui sont pas forcément sensibilisés et on essaye aussi de créer ce 1er engagement, cette première chose. Il y a du boulot, mais d'un autre côté, on voit qu'il y a des gens partout qui ont compris ce qui se passe réellement et qui sont tout autant concernés, quoi et il y a énormément de choses à faire si on commence à travailler ensemble. Et alors toi, avant qu'on écoute, Clara et son expérience avec Convergence, toi, Victor, comment est-ce que ça te nourrit? Qu'est-ce que ça vient, titiller chez toi? En quoi c'est riche? C'est riche parce que, en fait, pour moi, il y a cette société qui est cassée et on est en mode: «OK, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi la société de demain? À quoi ça peut ressembler une société qui fonctionne?» Et là, c'est riche parce qu'on voit plein de rôles différents. On voit aussi bien un agriculteur qu'un artisan, qu'une fille qui cultive des herbes médicinales et cetera et là, on fait: «OK, on peut avoir ça, on peut avoir ça, on peut avoir ça» et en fait, finalement on n'est plus dans on fonce dans le mur, mais on est plutôt dans on peut aller vers ça, on peut aller vers autre chose et comme tu disais Flore, c'est le chemin est étroit, mais il y a un chemin et donc là, ça commence à nourrir vraiment, une 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 vision d'une société qui pourrait fonctionner autrement et c'est très, très agréable en vrai. Mmh. On va y revenir après. Moi, j'aimerais vous entendre sur justement, votre vie à vous. Ce qui change avec tout ça, après tout ça, vos prises de conscience, votre travail et ensuite ce que ça transforme dans vos vies. Mais je voudrais bien entendre Clara sur justement, bah, ce que tu fais avec Convergence et avec Youth Weekend, ce que voilà, vous mettez en œuvre justement pour, aider cette jeunesse ces jeunesses à passer à l'action. Moi, j'aime bien parler au pluriel. Donc moi, je parle des effondrements, je parle des jeunesses parce que et on pourrait parler des vieux, hein, moi je suis dans l'entre-deux. Et du coup, voilà, quel est votre, un peu enfin, quel est votre boulot au quotidien, et quelles sont ces jeunesses que vous essayez de mobiliser? Ouais, bah, tu as raison Flora, je pense que c'est en effet très intéressant de parler des jeunesses. Ce qu'on fait nous chez Convergence et plus particulièrement, chez Youth Weekend du coup qui est notre, volet jeunesse, ben, c'est d'essayer de se positionner au moment où, l'enfant il pose la question à Flore et lui dit, «Et pourquoi tu fais ça?» En fait, on essaye de se positionner à l'intersection entre, je comprends, enfin je vois en tout cas ce qui se passe et ce que tu disais Flore, c'est qu'on essaye d'invisibiliser le problème et que, de ce fait, on essaye d'invisibiliser aussi le pouvoir d'action de chacun de nous, encore plus fort quand, il est rassemblé en collectif et donc en fait, on essaye de donner des clés de compréhension d'une part, mais surtout de donner des moyens d'action et ces moyens d'action, la façon dont on les présente, c'est en organisant des rencontres en fait et donc on propose à des gens, si possible plutôt, représentants des jeunesses pour que, bah, l'identification soit plus facile aussi, de présenter en fait, bah, qu'est-ce qu'ils font eux? Quel a été leur parcours? Pour démystifier aussi quelque chose qui arrive parfois et qui est peut-être un risque, d'avoir l'impression que celui qui s'engage, c'est un héros en fait et moi je trouve ça intéressant ce que tu racontais Flore, parce que ton film, je l'ai vu au cinéma avec mon neveu qui a 9 ans et qui s'appelle Sam aussi d'ailleurs, c'est rigolo et il y avait ce truc, j'avais envie de lui dire: «Tu vois ce que tu as vu, ça existe et c'est pas si loin que ça de toi. Toi aussi tu peux devenir le héros de ce film, tome 2 quand il sortira et c'est ce qu'on essaye un petit peu de faire au quotidien, de déconstruire quelque chose un peu de l'ordre du mythe qui peut arriver et qui peut faire que les gens vont pas se sentir capables forcément d'incarner eux-mêmes le changement, de penser que le problème est trop grand, que leur part d'action est trop menue et c'est comme ça, en fait, qu'on essaye vraiment de créer ces moments d'échange pour que, bah, chacun se sente, capable, bah, de s'engager aussi par les voies qui sont les plus, propres à ce qu'il aime, sur les sujets qui sont les plus importants pour, lui ou pour elle et de la manière, voilà, qui fait le plus, sens. On le voit aussi dans ton film, Flore, il y a plein de thématiques différentes qui sont abordées par les jeunes héros, que tu mets, à l'écran. Il y a évidemment un fil conducteur, très net et très clair sur le vivant, sur l'amour. En fait, si on revient aussi au court-métrage qu'on a vu au début de cette petite, réunion qu'on fait aujourd'hui et voilà et je trouve que c'est ça qui est vraiment très important, très fort et en tout cas nous, sur la chaîne globale,
de la mobilisation parce que je pense que ma vision, en tout cas, c'est vraiment que il y a plein de petits anneaux en fait qui s'imbriquent les uns dans les autres. Chacun a son rôle à jouer. Ben, nous, on essaye de se positionner là, à ce moment entre je prends conscience et je le transforme en une action vraiment, voilà, que je peux incarner moi. Et alors là, tu parles du nous, donc tu parles de ton organisation, de ce que vous faites vous. Moi, je voudrais bien savoir ce que tu fais toi et comment est-ce que ça fait sens pour toi justement? Je suis désolée, c'est un peu c'est ma marade en fait, c'est Ben moi, bah, alors au sens vraiment très, très, personnel, j'ai voulu m'engager moi pour la première fois dans une asso, au lendemain des attentats de Charlie Hebdo. C'est ça, moi, qui a été un des vecteurs, en tout cas, de mon engagement. Il y en avait d'autres, évidemment, mais j'ai été frappée par l'injustice et les inégalités auxquelles on faisait face, même dans notre pays, quoi, au-delà de ce qu'on pouvait entendre dans le milieu très privilégié dans lequel j'ai grandi. Et j'ai eu envie de mettre la main à la pâte, tout simplement, pour essayer d'apporter ma toute petite marge de manœuvre à rééquilibrer un petit peu notre société. Et petit à petit, bah, j'ai compris que j'avais envie que cet engagement, cette mobilisation que je pouvais avoir, je voulais que ce soit ça qui prenne la plus grande partie de mon temps. Et dans la société dans laquelle on est, évidemment, le travail, c'est quand même ce qui nous occupe la plus grande partie de notre quotidien. Donc mmh. ça s'est fait, comme un choix assez évident. Pourtant, j'avais fait une école de commerce, je me prédestinais pas forcément initialement, à travailler dans une asso, mais le choix a été vite vu, il a été vite vu et c'est une fierté aujourd'hui et au-delà de la fierté, enfin, c'est un peu ce que je disais au début, mais c'est ce qui fait que je trouve supportable, si je peux le dire dans le sens je suis quelqu'un de positif, hein, je vous jure, mais c'est supportable de vivre, face aux énormes défis qu'il y a devant nous quand on y prend sa part aussi. Alors je te remercie parce qu'en plus tu viens de me tendre une perche. C'est que, moi le point commun que je vois aussi, bah, c'est le parcours de Flore qui est, aussi, lié à un autre choc, un peu plus tôt. C'est les attentats du 11 septembre où là aussi, bah, finalement je crois c'est tu as 28 ans à ce moment-là et toi aussi tu as un choc et finalement toi aussi à ce moment-là tu te mobilises. Alors ta manière de te mobiliser, bah, du coup elle va être, un peu différente. Toi ça va passer beaucoup par l'écriture, par le fait de raconter, de montrer, de dévoiler. Comment est-ce que tu te souviens justement de ce choc et de la façon dont ça parce que tu as aussi fait une école de commerce, voilà, enfin, il y a des similitudes dans vos parcours, hein. Comment tu te souviens de ce choc et en quoi ça te met en mouvement après la sidération? Parce que tu as quand même un moment, tu as quand même un petit coup derrière la tête. Comment est-ce qu'ensuite ça te met en mouvement? Bah, je crois que, merci Clara pour ton témoignage. On ne se connaît pas personnellement, mais j'ai vraiment envie qu'on se parle. Victor, je te connais déjà. Avec joie. Mais oui, bah, moi, c'est vrai que j'ai eu quelque part, sans cynisme, la grande chance d'avoir d'être présente à New York le 11 septembre et d'y être toute jeune. C'est-à-dire j'étais toute jeune, mais j'étais aussi dans une position de chef d'entreprise. Moi, j'étais dans une espèce de caricature de programmation, en fait. J'avais effectivement fait des belles études, HEC, etc. J'avais surperformé. J'étais chef d'entreprise à 28 ans, je renseignais tout le CAC 40. Enfin, je, voilà. Un bon Pour petit moi, soldat. j'étais, ouais, enfin presque une caricature de ce que les Américains appellent les capitalist pigs. En fait, j'étais vraiment là-dedans. Et c'est vrai que moi, mon choc, ça a été le 11 septembre, pas nécessairement d'avoir si peur que ça, je sais pas pourquoi, mais avant ça, c'était surtout un sentiment de honte. Et c'est vrai que je questionne cette honte depuis, je ne fais que ça. Et effectivement, j'ai commencé par me déconstruire, essayer de comprendre le système dans lequel on est, donc la finance, l'influence de l'argent en politique, la technologie, enfin voilà, voilà. Et puis à un moment, je me suis rendu compte, mais je travaille une matière qui est beaucoup trop noire, je suis en train de le devenir. Quand tu passes ton temps à essayer de comprendre le dessous des cartes, tu ne vois que des choses noires et tu le deviens. Et voilà, moi j'ai aussi des enfants, j'ai aussi envie d'être, comment dire, pas que cette personne qui fait que râler. Et cette solitude dont je parlais tout à l'heure sur la jeunesse, en fait, moi je l'ai beaucoup vécue parce que là, effectivement, on pourrait croire qu'il y a une prise de conscience, mais je peux te dire qu'en 2001, quand tu commences à dire les mecs, on va se prendre un effondrement dans la figure, vous n'avez pas idée, il n'y a personne qui te suit.
je me suis fait traiter d'anarchiste, de complotiste, enfin tout ça, je comprends d'autant mieux le sentiment de solitude des jeunes qui arrivent aujourd'hui que je l'ai vécu quelque part. Donc voilà. Mais toujours est-il que pour m'équilibrer, j'ai été chercher à me rapprocher, comme toi tu l'as fait avec ton magnifique livre, des personnes qui proposent des autrement, qui tentent, qui essayent, qui inventent, qui innovent, etc. Et puis de fil en aiguille, bah voilà, j'ai fait mon chemin et jusqu'à me dire, mais finalement, ça sert à rien d'essayer de convaincre les adultes. On est trop programmé, à moins de te prendre un 11 septembre dans la figure ou quelque chose qui est de l'ordre du burn-out ou quoi que ce soit. Il n'y a rien qui fera casser les carapaces. C'est trop confortable. Voilà, peut-être un missile soviétique, ça changera, enfin russe, ça changera quelque chose, mais voilà. Mais donc je me suis dit, bah, en fait, l'urgence absolue, téléguidée par mon fils d'ailleurs, Sam, c'est d'expliquer à cette génération qui arrive ce qui se passe et ce qu'ils peuvent faire. Ou en tout cas, le rapport au monde que Clara, donc Clara, tu parles, que vous incarnez tous les trois, en fait, qui est, bah, je vais peut-être pas le changer, mais je vais essayer parce que ça va me faire vivre. En fait, agir rend vivant et ce qui te rend vivant rend joyeux. Ça te connecte aux autres, à ton temps, etc. Bon, bref, il y a plein de vertus. Mais c'est, en fait, c'est, moi, je suis très, enfin, reconnaissante de la vie d'une manière générale et de m'avoir mis devant ces épreuves parce que mais ça s'est pas fait du jour au lendemain. Et donc, ce que je voudrais rappeler à tout le monde, c'est que l'effondrement est autour de nous. Il y a un moment, il va se passer en nous. Voilà, il faut pas imaginer qu'on puisse traverser ça sans un moment de deuil, de tristesse, de colère, de solitude, etc. Je conseille juste, et j'espère juste, de faire en sorte pour chacun qui nous écoute d'avoir des personnes autour de vous qui peuvent accueillir ça. D'ailleurs, c'est la maman de Chute Escale qui est le rappeur dans le film qui m'avait dit, parce que bien sûr, moi je suis maman, donc toutes les mamans du film, je les ai quasiment interviewées. À chaque fois, je leur disais, mais comment vous avez fait, quoi, parce qu'ils sont dingues, ces enfants. Et donc la maman de Chute Escale m'a dit, en fait, ce qu'il faut, nous, les adultes, notre position, c'est qu'il faut qu'on crée autour de nos enfants des espaces de sécurité, des safe places, pour qu'ils puissent avoir un endroit physique, mais psychique en fait, dans lequel ils peuvent venir poser leur colère, leur tristesse, leurs larmes, leurs potes, leur âge aussi. Et ben, en plus, c'est l'adolescence, les hormones, enfin moi, ça m'a jamais quitté, mais je pense que voilà, voilà. Et il se passe quand même beaucoup, beaucoup de choses. Et d'être cet endroit dans lequel on n'est pas jugé et dans lequel on peut se ressourcer et repartir après. Et je pense que le rôle des adultes, c'est certainement pas de dire aux jeunes, ah bah tiens, t'arrives, je suis bien content, c'est toi qui vas régler tout ça. Ça, c'est horrible. La deuxième chose à pas dire, c'est t'inquiète pas, je vais m'en occuper pour toi. La troisième chose, c'est de dire, bah, en fait, moi, tu sais quoi, je vais faire un espace et puis je vais me mettre en bouclier. Parce que ton idée, là, ton énergie, ton envie, bah, tu sais quoi, elle est légitime. Et c'est peut-être pas la bonne. En fait, on s'en fout complètement. Ce qui compte, c'est le chemin, en fait. Moi, j'ai fait 25, 40, 1000 erreurs. Donc aujourd'hui, j'ai réussi à faire ça. Ouais, mais j'ai 48 ans, les enfants. Donc, tu vois, je veux dire, et de ça, j'ai pleuré, mais des pleurer et des pleurer. Enfin, voilà. Donc, c'est un chemin, en fait. Et c'est une tarte à la crème. Mais c'est le chemin qui est beau. Et le chemin, il est pavé de larmes, mais aussi de rencontres improbables tous les jours. Et c'est pour ça, pour revenir à ta question, que en quoi ça a changé ma vie de faire ça, de faire ce que je fais. Bah, par exemple, tu vois, Flora, dans notre métier, on nous dit, ah bah qu'est-ce que tu fais maintenant? Ah bah t'as fini ton film et maintenant c'est quoi ton prochain projet? Comme s'il fallait tout de suite se ruer sur le truc d'après, tu vois, en mode hamster. Et Ben moi, réussite. Et oui, réussite et collier de perles, de trucs à oui, en tout enfiler. cas, il faut toujours que tu aies la prochaine idée. Dans mon métier, il faut toujours la prochaine idée. Mais là, je leur dis, mais attendez, les gars, d'abord, je suis vraiment pas sûre d'arriver à faire aussi bien, pour être franche. Donc ça, c'est mon truc avec moi. Mais l'autre truc, c'est, tu as une idée, mais pousse-la. Excuse-moi, j'ai l'impression que tu dis ça à chaque fois que tu as fait un truc de fou quand même. Bah Parce peut-être. qu'il y a eu ça après tes livres, il y a eu ça, enfin tu vois. Ouais, bah, enfin là, je suis quand même, là, tu vois, le prochain qui me pose la question, je suis pas loin de le mordre. Voilà, je veux que tous les enfants de ce pays voient le film, quoi. Et je passerai à autre chose quand ça sera fait. Voilà. Et parce que je pense que c'est ce que j'ai de mieux à faire moi aujourd'hui, qui vise mon utilité. C'est certainement pas d'aller à l'autre bout de la terre et refaire un film parce que ça va m'exciter. Bien sûr, je vais avoir de l'adrénaline, je vais retrouver mes équipes, il n'y a rien de mieux de partir en voyage avec des potes et tout, bien sûr.
Mais ça sert à quoi, en fait? Mmh. Et je pense et tu sais, c'est cette image du film avec la décharge. On est tous dans ce trip-là, où il faut qu'on surproduise, on surconsomme, on crée, mais si on arrêtait déjà tu vois, en se disant: «Bah, attends, tu sais quoi? Là, j'ai fait quelque chose et tu sais quoi? Je reviens à cette histoire». La considération pour nos propres actes, en fait. C'est pas seulement les poser, c'est de dire: «Bah, peut-être vous, ça vous est passé inaperçu, mais pour moi, c'est important. Alors si tu veux, je vais te réexpliquer». Tu vois? Je pense que c'est hyper important. Voilà. Il y a quelque chose qui me vient aussi en écho avec ce que tu racontes, c'est, une réflexion qui est de plus en plus présente dans ma vie, de moins faire pour plus être. Heu, je suis quelqu'un qui fait énormément. Genre, des fois, j'ai une capacité de travail qui me fait un peu flipper. Je suis, hyper active, j'ai toujours, 50 projets, 2 projets de bouquins, 4 missions, enfin, voilà. Je suis dans une période de ma vie un peu particulière où, en tout cas, je questionne le faire. Heu, Est-ce qu'on a besoin de faire autant? Est-ce que justement, il n'y a pas des moments, où on peut dire: «Non mais attends, là, est-ce que j'ai vraiment besoin de faire?» Et je recoupe avec ce qu'on se disait au début, quelle angoisse se cache sous mon besoin de faire? Et c'est là où on arrive à une question que j'avais envie de vous poser, qui est là aussi en filigrane, c'est qu'est-ce que vous faites qui vous rend vivant? Victor? Petite question légère comme ça, en passant à quelques minutes de la fin, tu vois? C'est vrai que j'y pense beaucoup parce que j'ai beaucoup été dans qu'est-ce qui est nécessaire et il y avait beaucoup d'actions qui étaient: «Je donne toute mon énergie et peu importe moi, je donne mon énergie» et à un moment, je me suis dit: «Waouh, où est-ce que je la prends l'énergie?» Et moi, c'est revenu, assez bêtement dans la maison de ma mère en Normandie, voilà, où là, j'ai commencé à remettre les mains dans la terre, à planter ce qu'on appelle une forêt-jardin. C'était un écosystème, donc comme une forêt, mais avec, un système étagé où tout est productif et je me dis: «OK, déjà, je suis en train de construire ça pour ma mère parce que je sais elle va vieillir dans cette maison et cetera, donc il y aura cette notion de résilience et c'est une certaine sécurité aussi d'avoir un quelque chose qui produit autant de nourriture, mais surtout ça fait du bien de reconnecter avec ce vivant et moi c'est ça qui m'a fait du bien parce que c'est vrai qu'on est souvent dans, la confrontation du système actuel qui ne fonctionne pas, c'est-à-dire avec on va aller faire des actions contre ça, on dénonce ça, on partage ça sur voilà et ça, ça va pas, ça va pas, ça va pas et on n'est pas assez dans le: «OK, la société de demain et qu'est-ce qu'on peut faire de qui nous rend heureux?» Et là moi je redécouvre ça et ça a été, c'est ce qui me donne le plus d'énergie, c'est d'abord les gens avec qui je fais les choses et avec qui je partage des moments et je me dis: «Mais en fait, c'est ça, ça me rend énormément d'énergie» et ensuite le vivant et c'est ça qui me c'est ces 2 choses-là où je me dis: «Mais en fait, j'ai pas j'ai pas besoin d'autre chose, j'ai pas besoin de» bah, là, du coup, on déconstruit tout, on déconstruit la notion du progrès, on déconstruit la notion de succès. Qu'est-ce que c'est le succès? Qu'est-ce qu'une vie, où on a du succès? Et pour moi, c'est juste des bonnes relations avec des gens autour de toi et une bonne relation, enfin et un environnement qui est sain et quand je dis environnement, c'est aussi bien les gens que, du coup, l'environnement, la nature et voilà et si on redéfinit cette définition-là, moi, c'est voilà, ce qui me fait du bien, c'est ça et c'est aussi cette idée de pas faire un truc pour soi, mais à faire un truc pour le bien commun et qui profite aux autres et qui profite aussi bien à toi et créer une structure qui profite à tous et voilà, ça peut prendre plein de formes et plein de choses, différentes, que ce soit aussi bien de l'artisanat que de la permaculture, voilà, ou des jardins partagés ou créer un espace de vie où, voilà, avec le Relais jaune, il y a beaucoup d'exemples comme par exemple à Lille, on a rencontré une ancienne, citoyenne pour le climat qui doit avoir 19-20 ans et Héloïse qui a créé sur une ancienne friche dans un quartier, défavorisé, un endroit où les gens peuvent juste venir vivre, passer un bon dimanche tous ensemble et on a aussi bien des scouts, catholiques avec des migrants qui viennent d'arriver là et des gens et des jeunes du quartier et tout le monde apporte son petit truc et finalement ils sont trop contents de tous se retrouver et en même temps, ils sont en train de transformer cette friche qu'ils sont en train de nettoyer pour en faire un espace, aussi bien de jardin partagé qu'un espace de jeu, un espace de rencontre, un espace d'événement, de musique et je me dis: «Mais waouh, en fait, c'est trop bien» et c'est ça qui me donne de l'énergie, c'est voir qu'on peut faire des choses ouf, si on se rejoint ensemble et si on vise les bonnes choses et pas forcément un succès, économique, enfin surtout pas d'ailleurs. Voilà. Merci Victor.
Là, moi, j'ai envie de vous parler c'est une réflexion, mais pour moi, c'est bien plus que ça, de Abdenour Bidar, qui est un philosophe voilà, qui me tient à cœur et qui a cette métaphore que je reprends dans mon livre parce que vraiment, elle m'est chère et elle me parle, en fait, des tisserands. C'est des gens, je crois, comme nous un peu, et comme plein d'autres, qui essayent de réparer le tissu déchiré du monde. Il a cette formule que je trouve très belle. Voilà, il distingue, en fait, ceux qui essayent de prendre soin du lien à soi, ceux qui essayent de prendre soin du lien aux autres, et puis ceux qui essayent de prendre soin du lien à la nature, au vivant dans son ensemble, et cetera. Et je pense que c'est aussi cette triple, moi j'appelle ça maintenant la triple connexion, en gros, et j'ai ça dans ma vie tous les jours, de me dire: «Comment est-ce que je nourris ça, de manière effective, dans ma vie?» Et pour moi, c'est très fort et c'est pas juste des mots, en fait. C'est régulièrement, j'y reviens comme une espèce de boussole de: «OK, non mais là, il y a un truc qui déconne dans la connexion là, ça va pas». Et ça m'aide réellement justement à prendre soin, de ce dont tu étais en train de parler, c'est-à-dire qu'est-ce qui est vraiment en train de me nourrir et de me faire sentir vivante. Clara, est-ce que tu as envie aussi de nous partager toi ce qui te rend vivante? Ouais, je vais faire vraiment le lien avec ce que vous avez tous les 2 dit, sur la dernière partie, Victor, et ce que tu viens de dire, Flora, parce que moi, un mot qui est vraiment très important, une notion qui est vraiment très importante pour moi depuis, un certain temps, c'est vraiment celle du lien. Ça fait longtemps que c'est pour moi le cœur de l'action, de l'engagement, de la mobilisation et de l'être ensemble. Hem, je travaille aujourd'hui beaucoup sur les thématiques, environnementales et climatiques, mais évidemment la planète, nous survivra. La question c'est nous les hommes, comment est-ce qu'on peut vivre ensemble dessus, dedans, je sais pas. Et voilà, la question du lien entre les gens, je pense que c'est la plus intéressante, la plus fondamentale, la plus complexe aussi puisqu'elle dépend de chacun, de l'unicité de chacun de nous et c'est celle qui peut donner le plus de bonheur et d'amour à mon sens. Mmh. Eh bien, justement, en guise de conclusion, moi, j'aimerais bien vous redonner à chacun un mot de la fin. Qu'est-ce que vous gardez? Avec quoi vous partez? S'il y a un message que vous deviez, donner à celles et ceux qui nous regardent, qu'est-ce que vous diriez? Peut-être on commence par Flore? Bah, pour prolonger ce que disait Clara, je pense que ce qui compte, enfin, là où on trouvera un peu de paix et de la joie, c'est vraiment cette question du lien, mais du lien entre nous, mais aussi du lien entre nous et ce qui se passe. Euh, En fait, c'est cette capacité à faire des interconnexions avec tout ce qui nous arrive. Euh, Par exemple, moi, j'ai vraiment cœur à expliquer que tout ce qui nous arrive est lié, en fait. Et que, et que quand tu commences à comprendre ça, alors il y a quelque chose que déjà tu es un tout petit peu moins dans la soumission, en fait. Donc il y a cette interconnexion entre les luttes, entre les causes, entre les combats. Euh, J'aime beaucoup parce que effectivement dans le milieu de l'activisme, souvent il y a une bataille à dire ah ben non mais ça c'est ta cause et ça c'est ma cause et ma cause elle est plus importante que ta cause. Enfin tout ça il est temps qu'on grandisse en fait là-dessus. Je pense que c'est vraiment une très très grande importance, donc connexion entre tout le monde et bien sûr entre les uns et les autres. Et c'est la grande joie en fait de peut-être ce qui nous sauvera dans notre santé mentale. Vous verrez là juste les pieds de mon fils. C'est vraiment cette idée qu'on est ensemble en fait. Que Flora, c'est moi, que Victor, c'est moi, que Clara, c'est moi, que je suis vous. Il n'y a pas de différence en fait. C'est très difficile d'y aller parce qu'on a été éduqués ça fait des siècles qu'on nous sépare dans tous les sens. Et c'est pas seulement la déconnexion à la nature, c'est la déconnexion à l'autre. Et si sur danser sur les ruines ou trouver les joies dans les ruines, c'est aussi trouver du lien dans la ruine, se reconnaître en fait, et se dire mais en fait, bien sûr c'est galvaudé, c'est pas qu'on s'en sortira pas ensemble, c'est même que en fait c'est tellement mieux de tout de suite considérer qu'on est tous ensemble. Et, euh, et je pense que c'est ça la grosse bataille aujourd'hui, et c'est ça que l'activisme permet en fait, que agir permet, c'est rejoindre un groupe qui tout à coup
n'as plus à justifier de pourquoi tu penses ça. Tout le monde comprend tes larmes, en fait. Bah, c'est un gros soulagement, hein. Merci. Clara ou Victor? Je prends la parole, Victor, excuse-moi. En mot de la fin, je dirais à ceux qui se demandent quoi faire ou s'ils peuvent sauter le pas, de ne pas avoir peur de s'engager, de rejoindre d'autres groupes de gens qui se mobilisent, que vous trouverez sûrement un écosystème bienveillant et que ce sera beaucoup de bonheur de se mobiliser avec d'autres. Voilà, je dirais allez-y, quoi. Merci. Victor? Du coup, j'en profiter juste pour rebondir sur ce qu'a dit Flore. C'est vrai qu'il y a cette notion de reconnexion. On est déconnecté des conséquences de nos actions, par exemple, et du coup, sur les humains et sur l'environnement, mais parce que c'est loin. Avant, je me souviens d'un historien qui disait ça, qu'on était, Thomas Leroux, on était écolo parce qu'en fait, on voulait juste pas polluer la rivière dans laquelle on se baignait. Et c'est voilà. Mais c'est parce que maintenant, on va polluer des rivières qui sont loin et on est déconnecté de cette réalité. Que voilà, le jour où tous nos déchets se retrouvent devant notre porte, on va tous devenir, zéro déchet et on va essayer de trouver des moyens de le faire en tout cas. On va essayer de se bouger et c'est un peu cette reconnexion, qui est nécessaire à la réalité en dehors de notre microcosme et du coup un petit mot de la fin par rapport à ça, c'est vrai qu'on a l'impression qu'on va s'arrêter de vivre si on doit faire face à la crise. En fait, non, on va commencer à vivre et c'est souvent ce truc-là qui est important, c'est qu'on va trouver des gens qui sont comme nous. On va surtout faire des choses qui ont du sens parce que face à tout ce qui se passe, moi, j'ai pas envie de continuer à avoir un boulot normalement. J'ai envie d'essayer de trouver des choses, de rencontrer des gens qui sont comme nous et à partir du moment où on commence à s'engager et moi, j'ai eu beaucoup ce truc-là d'essayer de trouver des choses dans mon coin et en fait, le jour où je suis sorti de ma chambre et que je suis allé voir, des conférences, des trucs qui se passaient autour de moi ou alors une association qui était pas loin, là, je me suis dit: «Waouh, il y a des gens qui pensent comme ça, OK» et donc du coup, ça commence à nourrir une réflexion, ça commence à nourrir ce qu'on est et ce qu'on a envie de faire et plus ça va de rencontre en rencontre, on rencontre encore d'autres gens qui font encore d'autres choses avec d'autres réflexions et puis d'un coup, on rencontre Flore, on rencontre, voilà, Clara aujourd'hui, voilà et on se dit: «OK, il y a plein de gens qui font des choses et on peut faire partie de ces gens-là qui jouent leur rôle» et voilà, on s'en fout si au final, il y a pas de: «On va y arriver, on va pas y arriver». Non, juste, on a un rôle à jouer. Jouons-le parce qu'en plus, ça va nous faire du bien, parce qu'on va jouer. Moi, j'ai envie du coup de vous partager aussi un petit mot de la fin. C'est, un principe de permaculture que j'aime beaucoup et qui résonne avec, ce qu'on a dit là. C'est, intégrer plutôt que séparer et en fait, c'est super fort, c'est très simple, mais c'est super fort et moi, j'utilise souvent cette expression «réintégrer le vivant» et pas se reconnecter à la nature parce qu'en fait, la nature, elle est en nous. Donc pour moi, il y a d'abord cette nécessité-là de réintégrer à l'intérieur de nos cellules qu'en fait, nous sommes des animaux, un peu particuliers certes, mais en fait, nous sommes des animaux, nous avons des besoins en plus grégaires, on a des besoins primaires qui sont plus satisfaits aussi dans cette société de maboules. Donc pour moi, voilà, ça sera mon mot de la fin, ça sera essayer plutôt de nourrir des pratiques intégratives dans tous les domaines, et de sortir de cette logique de la séparation. Ça sera mon mot de la fin, un peu intello, mais qui vient du cœur quand même. Et donc je vous invite toutes et tous à aller au cinéma, à, partager des films avec les gens que vous aimez, à emmener vos petits cousins, vos frères, vos sœurs, parce que, hein, ce serait bien qu'on évite de tout mettre au masculin aussi régulièrement. Emmenez vos sœurs, vos cousines, et puis, voilà, partagez aussi Bigger Than Us et merci à tous les 3 d'avoir été avec moi pour partager ce moment. Voilà. Merci Merci. beaucoup. Merci, au revoir à tous et à toutes.